avant l'été avec un premier webinaire sur le bois énergie et va se poursuivre sur le début du mois d'octobre avec un webinaire sur le solaire thermique. Donc aujourd'hui pour cet webinaire, il est co-animé avec Antoine Mignot-Levaillant, qui est animateur des énergies renouvelables thermiques pour les communes forestières, et aussi Léa Clédon de la CCI BAIM Pays Basque, qui accompagne les entreprises dans leur démarche de développement durable, et moi-même qui interviens sur le Béarn, donc pour la CCI Pau Béarn, sur aussi les sujets de développement durable. Nous aurons aussi le témoignage d'Adrien Jobard pour le groupe Antea, qui vous partagera son retour d'expérience. Donc, de façon globale, ce webinaire s'inscrit dans les sujets de promotion des énergies renouvelables que nous portons au niveau du réseau des CCI de Nouvelle-Aquitaine, avec beaucoup de sujets, à la fois sur la transition énergétique, transition écologique et globalement sur les enjeux de responsabilité sociétale des entreprises. Sur ces thématiques-là, notamment pour tout ce qui va toucher à la transition énergétique, cela permet de soutenir vos démarches de décarbonation qui sont à leur tour soutenues dans le cadre notamment du plan de relance pour lequel vous avez dû avoir différentes informations. Dans tous les cas, on se tient à votre disposition pour faire le point sur les accompagnements et les aides possibles sur ce sujet. Vous allez retrouver les différentes informations et notamment le replay du webinaire de ce jour sur le site Éco-Entrepreneur qui permet de reprendre toutes les différentes informations, les outils, les accompagnements portés par le réseau de chambres de commerce, aussi d'identifier les acteurs éco-entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour avoir les informations d'actualité. Je vais m'arrêter là et puis je vais laisser la parole à Antoine Mignon-Levaillant qui va du coup vous dérouler tous les enjeux et les accompagnements possibles sur la géothermie de surface. Merci Laurence. Oui, ça marche. Du coup, concrètement, voilà comment on a choisi de dérouler la présentation. Donc, de manière assez rapide, qu'est-ce que la géothermie de surface? Donc, la géothermie de minime importance. Et comment vous pouvez être accompagné dans vos démarches d'un point de vue technique ou d'un point de vue financier. Et puis, ce que disait Laurence, Antea Group nous rapportera un peu leur retour d'expérience, notamment sur des installations qu'ils ont fait avec le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc, moi, je travaille pour l'association des communes forestières. C'est une association d'élus qui sont principalement propriétaires de forêts, mais pas que. Mais avec un objectif du coup d'utilisation de ressources en circuit court. Initialement, c'était vraiment le bois énergie qui nous animait. Mais depuis 2-3 ans, l'ADEME et la région nous ont demandé, qui nous financent, nous ont demandé du coup d'élargir à la géothermie et au solaire thermique pour pouvoir apporter au maître d'ouvrage le projet le plus pertinent pour lui. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle aussi de géothermie et de solaire. Pour aller rapidement, donc on a parlé de bois en juin, on parlera de solaire thermique dans 2 semaines. Et là, on va se focaliser du coup sur la partie géothermie, donc en bas à gauche. Géothermie de surface avec laquelle en fait on va pouvoir aller couvrir des besoins principalement sur des températures au maximum de 55 degrés. On peut aller plus haut en température avec des pompes à chaleur spécifiques, mais enfin voilà, on va l'utiliser ces pompes à chaleur spécifiques quand on a des besoins qu'on ne peut pas assurer avec 55 degrés, donc sur des process spécifiques, sur de l'eau chaude sanitaire. Mais dès qu'on peut assurer avec des températures de 55 degrés, on va privilégier ces températures-là maximales, simplement parce que la pompe à chaleur fonctionnera au maximum de sa capacité dans ces conditions-là. Je vais revenir après sur le sujet. Mais donc en termes de besoins, on va aller couvrir donc ces histoires de 55 degrés, donc avec de l'eau chaude, tout ce qui est chauffage ou des process spécifiques, de l'eau chaude sanitaire, pourquoi pas. Et puis ce qui est intéressant avec la géothermie, c'est qu'on va pouvoir aussi faire du rafraîchissement, donc avec ce qu'on appelle le géocooling, où finalement on va simplement utiliser la température du sol directement pour diminuer les températures dans les bâtiments, ou on va carrément pouvoir produire du froid grâce à la ressource souterraine. Concrètement, ce type d'énergie-là, on va les retrouver un peu partout
la géothermie, mais dans le domaine du coup de l'industrie, on va les retrouver facilement dans tout ce qui est tertiaire privé, les surfaces commerciales, l'industrie, agroalimentaire, chimie, matériaux, tout ce qui est serre maraîchère, horticole, cave vinicole, ou même des bâtiments d'élevage. Enfin, finalement, des bâtiments qui ont des besoins de thermiques assez importants finalement. Là, juste un petit récapitulatif sur la géothermie de manière générale. Souvent, quand on parle de géothermie, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la partie de droite qui est la haute énergie, où on va aller chercher de l'eau sous pression très profonde avec des températures très élevées pour produire de l'électricité. Concrètement, nous, on n'en a pas ici localement. C'est pas des choses qu'on va pouvoir réaliser. Euh, Après, on réfléchit, on pense souvent aussi à la géothermie profonde. Donc, c'est l'exemple du milieu là. Il y avait des réflexions sur Pau autour de ce sujet-là. C'est des choses qui sont assez difficiles à mettre en œuvre. Et puis, quand on va aller chercher aussi profond, bah, il faut que le besoin en surface soit aussi suffisamment important pour pouvoir consommer toute cette ressource. Donc, c'est pas évident à mettre en œuvre. Mais par contre, ce qui peut s'installer un peu partout, bah, c'est la géothermie du coup basse énergie qu'on voit à gauche. Euh, et du coup et aussi la géothermie très basse énergie, donc vraiment de surface là où nous on accompagne avec les communes forestières et que je vais détailler du coup plus en détail. Simplement du coup sur cette partie-là, donc la géothermie très basse énergie, donc on est sur des surfaces, on peut être en fait sur de la géothermie qu'on appelle de minime importance. Et donc là, j'ai mis une carte de la réglementation des autorisations en fait d'utilisation de cette géothermie de minime importance. Vous voyez ici sur notre département, on n'a aucune zone qui ne soit pas éligible à la réalisation de ces travaux-là. On a quelques zones où il faut des avis d'experts, mais c'est pas contraignant en fait pour la réalisation de ces installations-là. Donc ces zones-là, c'est autour de Pau, autour d'Orthez, de Salis de Béarn, et puis sur le secteur proche de Bayonne, là, Urquite, là, on il me semble. Mais voilà, c'est pas contraignant pour la réalisation de ces installations-là. Simplement, donc pour rentrer dans ce cadre-là de la géothermie de minime importance, il y a quelques critères à respecter. On peut pas descendre à plus de 200 mètres de profondeur. On ne peut pas non plus avoir des puissances supérieures à 500 kW en surface. Et on ne peut pas dépasser des débits de consommation de plus de 80 mètres cubes d'eau pour alimenter nos pompes à chaleur. Mais voilà, tout ça, c'est vérifié en amont quand on réfléchit au projet pour pouvoir être sûr de pouvoir rentrer dans ce cadre-là et que les démarches soient très simples à réaliser pour que les installations se fassent sans problème. Concrètement, en quoi ça consiste? Du coup, cette géothermie de minime importance, donc de surface, avec ces cadres-là où on est au-dessus des 200 mètres de profondeur, on va avoir deux possibilités en gros. Soit on capte une ressource souterraine ou sur la mer, mais on va aller chercher en fait un fluide, donc de l'eau, de manière générale, ça ne restera que de l'eau. Donc sur nappe ou sur mer. Cette eau-là, on va la récupérer, la pomper, et on va prendre une quantité de chaleur sur cette eau-là avant de la réinjecter. La deuxième solution, c'est de faire ce qu'on appelle des sondes géothermiques, qui sont finalement simplement des forages souterrains qui vont être figés dans du béton géothermique. Et on va aller chercher que les calories. On va pas extraire de matière du sous-sol, enfin de fluide du sous-sol. On va simplement prendre les calories dans un fluide qu'on fera passer dans notre sonde. Et l'idée du coup, c'est qu'on peut avoir en fait toute l'année, en gros, entre 10 et 15 degrés, parce que notre sous-sol est toujours à une température constante, entre 10 et 15 degrés qu'on va pouvoir apporter à notre pompe à chaleur. Et la pompe à chaleur, du coup, elle pourra toujours prendre entre 5 et 10 degrés dans ce fluide et faire du coup tourner la pompe à chaleur pour pouvoir alimenter notre bâtiment derrière ou notre process. L'intérêt de ce système-là, c'est que toute l'année, on a 5 ou 10 degrés disponibles pour alimenter la pompe à chaleur. Et du coup, notre pompe à chaleur, avec 1 kWh d'électricité, elle est capable de produire toute l'année, au minimum 4 kWh pour notre process ou notre bâtiment. Ça nous permet en fait d'optimiser ce système de pompe à chaleur-là, qui n'est plus du coup dépendant des variations climatiques. Et du coup, d'avoir un système qui soit vraiment performant. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, on a une ressource qui est locale et inépuisable. Il y a quelques petites choses à vérifier en amont, c'est-à-dire que si on est sur des sondes, par exemple, il faut vérifier que nos sondes vont pas épuiser le sous-sol.
Donc il y a un système simple, c'est qu'on les met minimum à 10 mètres les unes des autres, et là on est sûr qu'on ne pourra pas épuiser le sous-sol. Après, quand il faut affiner un peu la démarche, on fait des études de sous-sol, des études de simulation dynamique du sous-sol, qui vont nous permettre en fait d'implanter les sondes en vérifiant que sur la durée de vie de ces sondes-là, de 50 ans, on n'aura pas de variation de température dans le sous-sol. Et si on est sur un système de pompage sur nappe, eh ben on va vérifier que notre écoulement de la nappe ne va pas refroidir notre puits de pompage. Donc on va réinjecter notre eau de nappe refroidie en aval de notre puits de forage, de notre puits de pompage. Ce que je disais, du coup, on est sur des systèmes performants parce que notre pompe à chaleur, elle est tout le temps au maximum de ses capacités, donc avec un coefficient de performance qui est supérieur à 4 tout le temps. Donc 1 kWh d'électricité, on produit 4 kWh de chaleur avec seulement 1 kWh d'énergie. Et ce qui est intéressant avec ce genre de système-là, c'est qu'on va pouvoir faire aussi bien du chaud que du froid avec le même système. Donc d'un point de vue économique, on a nos coûts de l'énergie, enfin le coût de l'électricité qui est divisé par 4. Donc vous voyez à droite, là j'ai mis un graphique du prix de l'énergie. Donc l'électricité, bien sûr, est le plus cher aujourd'hui, mais vu qu'on le divise par 4, eh ben, on se retrouve avec un combustible qui va avoir un prix très avantageux par rapport aux autres. Et puis, ce qui est intéressant avec les énergies renouvelables, c'est le graphique de gauche qui nous montre en fait que le prix de la chaleur qu'on va utiliser dans notre bâtiment pour notre process ou pour notre chauffage, en fait, ce prix-là, il dépend de notre achat de combustible, bien sûr, mais aussi de l'entretien et aussi de l'investissement dans notre matériel. Et sur des énergies fossiles, l'investissement dans le matériel n'est pas important. Par contre, les coûts de fonctionnement sont importants. Donc, dès qu'il y a une variation sur le prix de l'énergie qu'on achète, eh ben, l'impact est direct. On le sent tout de suite dans les comptes d'exploitation qu'il y a eu une augmentation du prix de l'énergie. Avec ce genre de système-là d'énergie renouvelable, eh ben, vous voyez là par exemple sur la géothermie, on est à moins de 40% du prix de notre chaleur qui va être variable. Donc ça nous permet en fait sur le long terme d'éviter les fluctuations de prix, d'avoir une stabilité. Et voilà, je vous ai mis un petit commentaire là de Mapaero, du président de Mapaero, qui eux ont fait des installations comme ça de géothermie sur sonde. Il me semble que c'est en Ariège. Et eux, ce qu'ils cherchaient là-dedans, c'était vraiment cette stabilité des coûts à long terme. Voilà, en termes d'accompagnement, du coup, nous, l'Association des communes forestières, financée par la région et l'ADEME, on continue jusqu'à au minimum la fin de l'année et peut-être un peu plus. Et puis, si c'est pas nous qui le faisons l'année prochaine, eh ben, il y aura des animateurs sur le terrain exprès pour ça, parce que l'ADEME ne veut pas lâcher ce genre d'animation-là. Il trouve que c'est important d'avoir du monde sur le terrain pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. Donc on accompagne surtout de la partie information, études d'opportunité, où voilà, on vient juste vous donner les premières réflexions qu'on peut avoir sur votre projet, vous aider à vous orienter dans votre projet. On accompagne sur des visites d'installation. Là, on projette de faire des visites d'installation d'ailleurs en octobre. On vous tiendra informé, hein, mais en octobre, 13 ou 14 octobre sur le secteur Pays Basque. Et puis ensuite, quand les projets commencent à mûrir, on vous accompagne dans tout ce qui est recherche de financement. Donc il y a des financements qui sont très clairs, je vais vous en parler juste après, c'est le fonds chaleur notamment de l'ADEME où on peut vous aider à monter les dossiers. Et puis de manière ponctuelle ou suivant le besoin, sur tout ce qui est travaux et exploitation derrière, voilà, s'il y a quoi que ce soit comme besoin. Nous, on a quelques documents qui permettent de vous aider directement. Et puis, s'il y a des besoins spécifiques, eh ben, on a des réseaux au niveau national qui nous permettent d'aller mutualiser des informations ou des documents spécifiques. En termes de financement, du coup, aujourd'hui, c'est principalement le fonds chaleur qu'on va aller chercher ou les aides tremplins, mais donc c'est l'ADEME dans les deux cas, avec des projets qui doivent au minimum consommer 25 MWh issus de la géothermie. Donc ces 25 MWh, en gros, ça correspond à des bâtiments qui vont consommer au minimum 40 MWh par an. C'est pas une quantité de consommation très importante. C'est même plutôt faible comme quantité de consommation. Donc on peut faire rentrer quasiment tous les projets là-dedans. Et la région, voilà. Bon, après ils se débrouillent entre eux, ADEME et région.
Là, vous avez du coup sur ce site internet-là que vous aurez du coup après là, tout ce qui est à vérifier, notamment par rapport aux critères techniques. Et puis après, le module de calcul de l'aide, c'est une aide forfaitaire. Donc, c'est-à-dire qu'en amont du projet, on sait, dès qu'on connaît les consommations du bâtiment, on sait combien d'aide on pourra aller chercher auprès de l'ADEME. Donc, c'est assez simple. Les critères techniques, on pourra en discuter, il n'y a pas de souci, on les connaît et puis c'est clair. Voilà. Et cette aide-là, en fait, est versée en 2 fois. C'est-à-dire qu'à la réception des travaux, il y a 80% de l'aide qui est versée. Et ensuite, il faut attendre 1 an pour avoir les 20% restants. L'objectif, en fait, c'est d'ajuster l'aide par rapport aux consommations d'énergie qui sont réelles. Parce qu'on fait la demande sur un consommatif prévisionnel et du coup, bah, l'objectif, c'est d'avoir un montant d'aide qui soit ensuite adapté finalement à la consommation réelle du bâtiment. Voilà, là, je vous ai mis quelques exemples d'installations. Je les ai récupérés sur un document qui appartient à l'ADEME, qui donc s'appelle se chauffer et rafraîchir avec une énergie renouvelable géothermique de très basse énergie. Il y a plein d'exemples dedans. Je suis allé chercher les quelques exemples que je trouvais dans le secteur industriel ou entreprise de manière générale. Vous voyez, en fait, l'avantage de la géothermie, c'est qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec. La première, là, on est à 4 sondes à 100 mètres. Ça correspond je sais plus si à la surface, voilà, 380 mètres carrés de bureaux chauffés et rafraîchis. Voilà, c'est vraiment pas très important comme bâtiment. Pour autant, la géothermie y répond bien, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique. Et puis, vous pourriez voir dans chacun là les COP, donc les coefficients de performance des pompes à chaleur. On est toujours au-dessus de 4. C'est-à-dire qu'avec 1 kWh, on produit toujours plus de 4 kWh pour le bâtiment. Donc, c'est quand même performant et intéressant. Et voilà, vous voyez, après, il y en a d'autres. Par exemple, un COP de 8 sur la cave vinicole. Bah, parce que l'intérêt, c'est que du coup, on va faire du chaud et du froid et on va optimiser vraiment le fonctionnement de cette pompe à chaleur sur toute l'année. Voilà pour moi sur ce sujet-là. Après, voilà, vous n'hésiterez pas s'il y a des questions, on pourra en parler sans problème après. Je vais laisser la parole du coup à Adrien Jobard pour pouvoir expliquer un peu leur démarche à eux, comment ils réalisent les installations et puis ce retour d'expérience de la région Nouvelle-Aquitaine sur des installations qu'ils ont fait. Adrien, je te Merci. laisse la parole. Ouais, merci. Ouais, merci Antoine. Oui, donc je vais vous présenter un projet qui a été porté par la région Nouvelle-Aquitaine, qu'on a accompagné. Donc c'est un projet, la région, je veux bien, voilà, merci. La région, c'est lancé un objectif général sur le patrimoine lycée. J'ai perdu la présentation. Et on vous entend pas Antoine, hein, si vous parlez. Désolé. Ça y est, je reviens dessus. Hop. Là. Très bien, merci. Donc voilà, la région Nouvelle-Aquitaine a lancé un programme de rénovation énergétique de ces lycées, avec pour objectif de diviser par 5 ses émissions de CO2 et de passer un ratio de 40 kg de CO2 par mètre carré produit à 6 kg sur du neuf et 9 kg sur des bâtiments en rénovation. Donc après avoir étudié les possibilités qui se présentaient pour ce projet-là, la région a vu que le plus intéressant était de substituer les lycées qui étaient notamment sur des chaudières gaz ou fioul par de la géothermie. C'était la solution qui permettait le plus rapidement de faire diminuer ces seuils d'émissions de CO2 et d'aller vers des énergies décarbonées. Le projet en l'occurrence, c'est le lycée Victor Louis qui est situé à Talence au sud de Bordeaux, 30 000 m² de surface à chauffer. Là, on est sur des besoins en chaud. Et donc, la substitution a été faite d'une énergie gaz naturel à de la géothermie. Pourquoi la géothermie? Donc, parce que c'est une énergie décarbonée. Là, c'est un petit graphique que vous avez sur la droite qui montre en gros à gauche toutes les énergies traditionnelles, énergies fossiles,
Et plutôt sur la partie droite, donc là en ordonnée, vous avez les kilogrammes équivalent carbone consommés. On voit sur la partie droite que les énergies renouvelables permettent de diminuer ces rejets-là. En revanche, dans les énergies renouvelables, vous avez l'hydroélectricité, le nucléaire, des installations, enfin des systèmes de production qui ne sont pas forcément déclinables à l'échelle d'une industrie, d'un particulier ou d'un bâtiment. Voilà, la géothermie peut y répondre. La géothermie est une énergie qui est disponible partout, une énergie aujourd'hui qui est robuste, on sait l'exploiter, on sait exploiter cette énergie-là sous ses différentes formes, et surtout qui est adaptable au type de projet. Dans ce qu'a présenté Antoine précédemment, on voit bien qu'en fonction de la taille du projet, ça peut aller de quelques sondes à un nombre important de sondes, ou alors quand on va être sur une géothermie sur nappe, des solutions, on va rester en surface peu profonde, à des solutions beaucoup plus profondes où on va pouvoir chauffer des quartiers par exemple, ou des villes. Alors, dans le cadre du lycée, qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Un doublet de forage à 250 mètres de profondeur, un réseau de transport, parce que c'était une géothermie sur nappe, donc l'eau doit être prélevée, amenée en surface, elle est amenée vers une chaufferie. Dans cette chaufferie, il y a un échangeur pour profiter de l'échange direct, c'est-à-dire qu'on peut, là en l'occurrence c'est pour du chauffage, donc c'est réchauffer le circuit interne par échange direct, et ensuite une pompe à chaleur pour atteindre les températures souhaitées pour le circuit de chauffage. Plus un appoint gaz, parce que de plus en plus, dans le cadre des études préalables à la conception de ces installations, on constate qu'il est plus intéressant de couvrir une proportion mesurée de la puissance maximale demandée. Il ne faut pas chercher à couvrir 100% des besoins parce que ça induit un surdimensionnement et donc un surcoût des installations. Par exemple, en fait, il ne faut pas chercher à couvrir les 3-4 jours dans l'année où il fera moins 5 ou moins 10 degrés. Il vaut mieux chercher à couvrir 80% du besoin maximal, et en couvrant 80% du besoin maximal, on arrive à couvrir plus de 95% de la consommation annuelle. Ça induit également un changement du poste de transformation EDF et des installations de raccordement électrique, plus la reprise de certains émetteurs à l'intérieur de l'installation. Objectif de cette opération ciblée, c'est une baisse de 90% des émissions de CO2, 250 000 m3 par an de prélèvement, enfin de consommation de gaz en moins, et une baisse aussi du coût de fonctionnement des installations de l'ordre de 100 000 € par an. Chronologie, c'est un projet qui a été initié en 2017 avec le lancement des différentes études et dossiers réglementaires à faire. Alors une petite aparté par rapport à ce qui a été présenté précédemment. Donc effectivement, on parle beaucoup du cadre de la géothermie dite de minime importance. C'est un cadre réglementaire spécifique qui permet de réaliser, sous couvert d'une simple télédéclaration, des installations donc dites de minime importance dans les conditions qui vous ont été présentées précédemment, à savoir des infrastructures souterraines de moins de 200 mètres de profondeur, une puissance prélevée au sous-sol de moins de 500 kW, et dans le cadre d'une PAC sur nappe, un débit de moins de 80 m3 et une température de moins 25 degrés. Là, en l'occurrence, c'était une installation un petit peu plus importante, donc on était dans le régime, on va dire, général dit de la basse température, donc soumis à autorisation, ce qui explique qu'il y a eu des dossiers réglementaires et une phase préalable un peu plus longue. Donc 2018, sélection des entreprises, 2019-2020, les travaux, et 2020-2021, la première saison de chauffe. Montant total de l'opération, à peu près 2 millions d'euros, des économies de fonctionnement d'un peu plus de 100 000 € par an, et en tenant compte des aides qui ont pu être apportées sur ce projet, un temps de retour sur investissement de 11 ans. Le bilan environnemental, aujourd'hui, à l'issue de la première saison de chauffe, c'est une diminution forte de la consommation des énergies fossiles. On le voit, c'est la flèche en jaune, on passe de 2335 MWh par an fait à partir des énergies fossiles à 510 MWh par an. Et donc, mécaniquement, une diminution du rejet de CO2. Donc, les émissions de CO2 ont été divisées par 10
donc bien au-delà des objectifs que s'était fixé le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, enfin la région de Nouvelle-Aquitaine, et une consommation au mètre carré de 2,1 kg de CO2, avec un COP global de l'installation supérieur à 5. Donc, ce qu'il faut retenir effectivement sur la géothermie, c'est que c'est possible quasiment partout sur le territoire, 95% du territoire. Pourquoi? Parce que la géothermie existe, enfin, peut être mise en place sous différentes formes. Là, on a parlé de la géothermie sur nappe, la géothermie sur sonde. Il y a d'autres solutions aussi. On parle par exemple de prise d'eau de mer. Alors, on peut passer de géothermie sur eau de mer ou thalassothermie. On parle d'aquathermie. On peut faire des prises d'eau sur des rivières, sur des lacs. Aussi de la récupération de chaleur, notamment quand on est en milieu industriel. Souvent, il y a des sources de chaleur, donc on peut récupérer de la chaleur. Les géostructures aussi, quand on a des bâtiments avec des fondations particulières, des micropieux, ça peut être l'occasion d'aller récupérer de la chaleur ou du froid sur ces géostructures. Et ensuite, on parle de mix énergétique dans le sens où, quand on étudie les solutions, il ne faut pas vouloir forcément tout couvrir à partir d'une seule énergie, mais éventuellement avoir une énergie renouvelable majoritaire qui permet d'avoir une solution vraiment éco-responsable, mais avec un petit appoint qui permettra de limiter l'investissement et puis aussi d'optimiser le fonctionnement de l'installation. Avec la géothermie, on peut couvrir des besoins en chaud et en froid, de plus en plus. Le froid est dimensionnant. Sur notre région, on a des gros besoins de froid, que ce soit en milieu industriel ou sur du tertiaire. Un contexte réglementaire qui est quand même plutôt accompagnant et favorable, notamment quand on rentre dans le cadre de la géothermie dite de minime importance, et donc des aides financières. En termes de typologie de besoins et de clients, ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, on fait... au départ, la géothermie a beaucoup été poussée par la commande publique, par la maîtrise d'ouvrage public. De plus en plus, les privés, les industriels y viennent parce qu'on arrive à avoir des temps de retour sur investissement intéressants, parce que les gens aussi sont de plus en plus sensibles à l'aspect environnemental et parce que c'est une solution qui est prouvée. Du coup, Laurence, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou pas. Sinon, s'il y a des questions, voilà, on peut en discuter maintenant. Il y avait une petite vidéo là de la réalisation là Antea Group sur ce lycée. On peut la diffuser s'il n'y a pas de questions. Après, s'il y a des questions, autant discuter avant de passer à ça. Ah, il n'y a pas de questions sur le chat, mais il y a eu une main levée. Alors, je ne sais pas si c'était une erreur de manipulation. Enfin, en tout cas, vous pouvez, comme on est en petit groupe, vous pouvez prendre la parole directement et ouvrir vos micros pour poser votre question si vous le souhaitez. Oui, moi j'avais une petite question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez redire les critères minimaux pour mettre une pompe à chaleur sans avoir besoin d'un dossier réglementaire à fournir? C'était 50 kW, c'est allé vite. Non, en fait, c'est 500 kW de puisage de puissance dans le sol et on ne doit pas descendre à plus de 200 mètres de profondeur. Mais en fait, suivant le projet, il y a la possibilité de faire sur sonde à moins de 200 mètres sans problème. En fait, on va, au lieu de mettre, je sais pas, 4 sondes à 400, je sais même pas si ça peut descendre à 400 mètres, les 4 sondes, mais on va pouvoir en fait adapter le nombre de sondes, ça va prendre plus de surface. Voilà. Après, c'est plus par rapport aux nappes, par rapport à la ressource, où là, dans certains cas, il faut descendre sur une ressource qui a plus de 200 mètres. Et dans ce cadre-là, du coup, il faudra aller chercher faire de la géothermie autre que de minime importance. Mais bon, ça s'étudie sur chaque projet finalement. Et pour l'école, là, vous avez mis quelle puissance? Il y avait quelle surface à aller dans l'école à chauffer au sol? J'essaye de faire des petits ratios pour voir un peu ce que ça donnerait chez nous, là. Alors, il y avait 30 000 mètres carrés à chauffer et la puissance installée, de mémoire, on est aux alentours de 600-700 kW. Je vais vous dire ça tout de suite. Vous êtes de quelle entreprise ou... Moi, je suis Safran à Bordeaux. Ok. En fait, on se pose plein de questions en ce moment sur notre mode de chauffage d'énergie.
Et on va probablement devoir revoir notre copie. Donc, on gratte un peu pour savoir ce qu'on pourrait faire. Il était un peu plus de 900 kW en puissance installée. Et vous chauffez 30 000 m² avec ça? Oui. Avec un appoint gaz. Avec un appoint gaz. Si. Pour la géothermie, effectivement, de minime importance. Quand on est sur nappe, c'est moins de 200 mètres, moins de 500 kW de puissance prélevée, moins de 80 mètres cubeurs, moins de 25 degrés Celsius sur la ressource. Et il ne faut pas être en zone rouge sur la cartographie qui vous a été présentée précédemment par Antoine. Et ensuite, quand on est sur du champ de sonde, c'est moins de 200 mètres et moins de 500 kW. Sachant que les sondes, effectivement, alors il y a eu des projets de sondes profondes. Dans la majorité des cas, la sonde, on est à moins de 200 mètres parce que alors ça demande un peu plus de surface parce que du coup, il faut multiplier les sondes. Mais voilà, dans la majorité des cas, on reste à moins de 200 mètres. D'autres questions? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Oui, bonjour, François Damian-Picollet, moi je suis de Brillstar, à côté de Pau. J'ai juste une question, est-ce que tous les projets pour l'instant ça mixe à la fois la chaleur et le géocooling, ou est-ce que vous avez des projets aussi seulement en géocooling? Et est-ce que ces projets, ils sont, comment dire, subventionnés de la même façon? Juste qu'en réfléchissez-nous plus à un problème de confort d'été, on va dire. Donc voilà, c'est la question que je me posais. Après, je sais pas, peut-être qu'après, avec les subventions, ça permet de compenser, d'acheter les packs, de couvrir une bonne partie de la PAC. Voilà, c'était une question générale. Géocooling, est-ce qu'il y a des projets seulement géocooling et financement éventuel, ou peut-être que ça vaut pas la peine si les subventions sont là pour. Enfin, moi, je peux répondre juste sur la partie subvention parce que sincèrement, je ne connais pas suffisamment de projets pour répondre. Je vais laisser Adrien peut-être en parler après. Sur la partie subvention, on a des systèmes de subvention différents. Donc, c'est-à-dire pour le géocooling, il y a un système de financement pour le géocooling et il y a un système de financement pour les sondes qui fonctionnent pour le chauffage. Donc, c'est séparé finalement. Donc, après, voilà, en termes de réalisation, je ne sais pas. Adrien, peut-être que tu as des retours? Ouais, alors pour compléter, c'est vrai qu'il y a des installations avec que du chaud, des installations avec du chaud et du froid, des installations qu'en froid, c'est plus rare. Par contre, ce qui est assez fréquent, c'est que le froid soit dimensionnant. Et donc après, on peut aussi passer avec des solutions de thermofrigo-pompe qui sont capables de faire le chaud et le froid. Et en plus, dans les critères d'éligibilité aux aides de l'ADEME, on prend du coup les énergies consommées à la fois en chaud et en froid. Ok. Ça répond suffisamment à votre question? Et qu'est-ce que vous disiez, le point que vous avez dit que le froid était dimensionnant, j'ai pas saisi ce point-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on crée une installation. C'est le froid qui est dimensionnant. En fait, on a plus de besoin de puissance en froid qu'en chaud. Donc l'installation est dimensionnée pour couvrir le besoin en froid. Et avec des installations en surface de type thermofrigo-pompe qui permettent de faire le chaud et le froid, on peut en plus assurer la production de chaud, mais qui en fait est moins importante que le froid. C'est pas ce qui va être dimensionnant sur le nombre de sondes ou sur les capacités du forage en termes de débit. Oui, bonjour, Jérôme Porfirio, Géothermac. Pour compléter le propos, là, quand il s'agit de dimensionner en froid, c'est qu'on a un besoin en froid, par exemple, sur une installation frigorifique, hein, quand on a besoin de froid pour son process. On n'est pas sur du géocooling. Et autre remarque concernant Safran éventuellement, la géothermie de minime importance n'est pas la seule solution. C'est-à-dire que faire un projet en géothermie qui dépasse les seuils de la géothermie de minime importance, même si du point de vue réglementaire c'est un tout petit peu plus compliqué, ça reste possible. Donc il ne faut pas s'arrêter à la géothermie de minime importance si on a un besoin en chaud ou en froid qui est plus important que ce que permet cette géothermie. Ok, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Écoutez, merci. Du coup, je vous propose de terminer peut-être par la vidéo qui vous a été. Donc, on vous a parlé tout à l'heure.
sachant que vous allez retrouver toutes les coordonnées sur le replay et sur le PowerPoint qui va vous être envoyé pour pouvoir justement voilà, creuser toutes les questions qui ont été abordées là et justement peut-être pouvoir affiner avec les interlocuteurs qui étaient présents aujourd'hui ou qui ont réagi lors de ce webinaire. Il y a des ressources voilà, sur le territoire qui peuvent vous accompagner pour mieux calibrer, affiner votre projet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux. Et du coup, je laisse peut-être Antoine lancer la vidéo. Ça marche? Oui, très bien. C'est un projet de géothermie sur le lycée Victor Louis à Talence, donc un projet porté par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui est le maître d'ouvrage de cette opération. Ça consiste à réaliser 2 forages de 250 mètres de profondeur pour capter la nappe de ce qu'on appelle ici l'Éocène moyen, qui est une nappe qui est connue pour l'alimentation en eau potable, mais là qui va nous servir pour réaliser un projet de géothermie. On est en amont du projet depuis le départ, c'est-à-dire qu'on a fait toute la phase de faisabilité technique, géologique et réglementaire. Ensuite, il a fallu passer par une phase un peu plus de modélisation hydrogéologique et thermique et jouer aussi avec les contraintes foncières, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de place disponible, donc voir en fonction des contraintes foncières qu'on avait, est-ce que la disposition des forages convient. Actuellement, le lycée Victor Louis et même le lycée Castler qui est à côté sont alimentés principalement en gaz, donc c'est un coût. La géothermie, l'objectif c'est de réduire cette consommation de gaz, donc ça va dire réduire de 600 000 m3 an la consommation en gaz. Ça va être de réduire les émissions en CO2, donc on va diminuer de 91% les émissions de CO2 sur ce lycée-là, qui est pas négligeable. Et en termes de retour sur investissement, c'est quand même une économie de 235 000 € par an, donc c'est quand même quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue énergétique et financier. Pour ce projet, la valeur ajoutée, c'est qu'on a une bonne connaissance de la géologie, de l'hydrogéologie locale. On a une forte expertise en géothermie. Donc on arrive à orienter et à guider nos clients de manière plus facile en anticipant le plus de problèmes en amont pour qu'ils cernent bien l'ensemble du projet de géothermie, tout ce que ça implique, que c'est un point de vue financier, technique, réglementaire, qu'ils aient une bonne maîtrise du chantier. Donc c'est vrai que maintenant on commence à avoir... c'est de la valeur ajoutée qu'on amène à nos clients sur ces marchés-là. Voilà. Écoutez, merci à tous pour vos interventions, pour votre participation. Nous allons clôturer ce webinaire et puis voilà, nous vous donnons rendez-vous pour ceux qui le souhaitent pour le 3e webinaire sur le solaire thermique qui aura lieu le 7 octobre. Et puis vous allez pouvoir retrouver toutes les présentations et les contacts sur nos sites respectifs. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.